Une digression, tu sais, parce que tout le monde a peur de tout ça. Bonjour, docteur Tellière. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. Donc, ce matin, vous avez fait une intervention et vous avez parlé des phages. Alors, qu'est-ce que les phages? Les phages, ce sont des virus. Ce sont des virus qui attaquent spécifiquement des bactéries, c'est-à-dire qu'ils sont spécialistes d'une bactérie. Ils ne peuvent vivre que s'ils trouvent cette bactérie. Et là, quand ils la trouvent, ils sont un peu comme ça, ils arrivent sur la surface de la bactérie, ils vont faire comme une espèce de trou dans la bactérie, ils vont ensuite avoir leur matériel génétique qui va s'intégrer à celui de la bactérie, et ensuite deux possibilités, soit ce matériel génétique reste comme ça, soit ils fabriquent des petits phages à l'intérieur de la bactérie et ils la font exploser. Donc ils ont deux capacités d'action sur la bactérie, soit ils la rentrent, ils fabriquent des copies, des dizaines et des dizaines de copies, et ça fait péter la bactérie, soit ils s'intègrent dans le gélome de la bactérie, ils le modifient, ils la rendent plus fragile, ou au contraire, ils peuvent rester dormants pendant des années et attendre des conditions pour que ça puisse se... Donc ils ont une action extrêmement précise, et ils ne peuvent vivre qu'ici à la bactérie. Donc on s'est dit, alors ça peut être intéressant pour soigner. Mais rapidement, l'idée est venue de dire, mais puisqu'ils ne peuvent vivre que s'il y a une bactérie vivante, et c'est formidable pour faire le diagnostic, parce qu'actuellement, le diagnostic de la maladie de Lyme souffre de deux problèmes. Et ce sont ces deux problèmes qui entretiennent la controverse. En phase précoce, les antibiotiques n'ont pas eu le temps d'arriver. Les anticorps, pardon, n'ont pas eu le temps d'arriver. C'est-à-dire qu'ils mettent entre 45 jours, 2 mois pour arriver. Donc il peut y avoir des tas de médecins qui disent « Oh, écoutez, c'est pas vraiment là, non, vous avez été piqué, on ne sait pas si c'est une tique, il n'y a pas vraiment une hérédité. » Dans le cadre où si le médecin prescrit finalement un test ELISA, par exemple, trop tôt. Ça ne marche pas, bien sûr. Et c'est ce qui se passe très souvent, en ELISA ou même en Western blot, trop tôt, ça ne sert à rien. 45 jours dans les 45 jours qui suivent la piqûre, ça ne sert à rien. Les tests reviendront systématiquement négatifs. Ils ont beaucoup de chances de revenir négatifs. Donc, cette période, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on soigne sur des présomptions. Soit parce qu'il y a une tique. Alors ça, c'est une vraie histoire de maladie. Comme il y a une tique, il y a un érythème migrant et la personne n'est pas bien. Elle a le syndrome grippal, elle commence à avoir des articulations qui ne vont pas. Là, on y va. Je crois que les médecins commencent à comprendre maintenant que ça... Mais toutes les histoires un peu frustres qui se passent, qui passent à l'as, si je peux l'exprimer ainsi, et une première controverse intervient. Mais pourquoi vous avez traité? C'était pas la peine. Oh ben je n'ai pas traité parce que j'ai pensé que... Voilà. Et puis la deuxième controverse, elle est en phase tardive. Vous avez été traité, 3 semaines d'antibiotiques, c'est énorme. Madame, monsieur, vous êtes guéri. 1 an après, ça ne va pas. Mais non, c'est pas ça, puisque vous avez été traité. On refait des tests. Ils sont très douteux. Parce que justement, si on a traité, si on a recommencé à traiter, on le sait, les formes kystiques augmentent, les formes dormantes, les formes de protection de la bactérie augmentent. Donc les tests, qu'est-ce que c'est? C'est des patrouilles de cellules compétentes qui cherchent les bactéries qui circulent avec des déterminants antigéniques à la surface, et quand ils les repèrent, ils sécrètent des anticorps. Est-ce qu'il n'y a pas exposition des motifs antigéniques, parce que la bactérie est planquée ou c'est une forme un peu particulière, eh bien, il n'y a pas de résultat. Donc c'est aussi, je vais dire, simple que cela, et c'est ce qui explique pourquoi les tests ne sont pas valables en phase tardive. Et là, c'est pareil. Nous pensons, et nous sommes même certains, que si il y a une forme, quelle qu'elle soit, vivante, bougeante, cachée, planquée, couverte par un biofilm, enquistée, tout ça, le phage trouve. Donc on cherche le chasseur et pas le gibier. C'est-à-dire que vous allez développer des tests, vous avez développé des tests ou vous allez développer des tests? Ça y est, le test a été déjà calibré, il était avec un partenariat avec l'Université de Leicester et une association, ce qu'on appelle Charity en Angleterre, et une association en France, pour cofinancer la chose. On a fait la première étape de calibration. Maintenant, nous attendons l'autorisation de l'Agence de sécurité du médicament en France pour pouvoir faire une étude de ce test en situation
pathologiques, c'est-à-dire justement dans les phases précoces et dans les phases tardives. Ça y est, le protocole est fait, c'est déposé, on attend. Et quand on aura l'autorisation, on va la tester. Ça permettrait, je pense, nous espérons que ça permettra d'éteindre la controverse, parce que si on arrive à montrer qu'il y a des bactériophages, ça veut dire qu'il y a des bactéries vivantes, et donc voilà, ça sera pas discutable, très très peu discutable, comme on dit. Donc en fait, on va utiliser les phages pour dépister. Jusqu'à présent, on utilisait les phages plus pour traiter. Et surtout, on n'a pas connaissance réellement que les phages... on a identifié donc les phages... Oui, nous avons donc réussi à identifier les phages de Borrelia. Les phages de Borrelia, oui. Parce que jusqu'à présent... Et deuxièmement, on sait pourquoi ils fonctionnent. C'est-à-dire qu'on a identifié également les protéines et les enzymes qui font le trou dans la bactérie et qui la font exploser. Ça, c'est important. Donc, on sait lesquels c'est. Maintenant, il faut c'est pas le terme, mais qu'on ait un processus de reproduction de ces composés enzymatiques et protéiques de façon à ce qu'ils soient reproductibles et qu'on en ait certaines quantités. Il faut les tester sur les colonies de bactéries. On sait faire pousser des Borrelia, mais ça aussi, il y a très peu d'équipes dans le monde qui savent le faire. On a réussi à faire pousser des bactéries. En fait, Leicester, l'université de Leicester, je dis on, c'est pas moi, c'est l'université de Leicester qui a réussi à faire pousser ces bactéries. On sait donc le faire, donc on va pouvoir tester in vitro, comme on dit, c'est-à-dire sur les bactéries. J'espère qu'on trouvera un modèle animal. C'est toujours pareil, il faut faire un peu de pré-clinique et qu'on va regarder. Après une vérification, il faut passer en clinique. Là, en clinique, deux fois, soit si c'est la voie d'un produit véritablement pharmaceutique, c'est long. C'est phase 1, phase 2, phase 3. Ça suit un processus qui est complètement normé et les agences réglementaires l'exigent. Pour un complément alimentaire qui serait donc à base de ces composés, on peut espérer d'être plus court. Mais à ce moment-là, nous serons limités dans nos indications, comme tout composé, en disant on ne pourra pas affirmer les mêmes choses. C'est vrai que les phages ont été utilisés pour l'instant plus d'usage externe. Aérosol, traitement de plaies, de brûlures, de choses. Il y a des phages injectés dans très très peu de pays sur d'autres pathologies. Voilà. Donc ça ouvre quand même des sacrées perspectives d'espoir, de guérison. Surtout, ça permet de réfléchir différemment. À la fois dans le diagnostic et dans le traitement. Par exemple, quand on a étudié les phages, on peut se poser la question, mais si les phages existent, pourquoi ils ne font pas leur travail quand il y a la bactérie et qu'ils ne compriment pas? C'est peut-être parce qu'il n'y a pas les bonnes conditions pour qu'ils exercent leurs choses. En laboratoire, on arrive à induire des phages. D'accord. Et on peut penser peut-être, c'est une hypothèse qui n'engage que nous, que l'efficacité des antibiotiques est due à leur action directe sur la bactérie, mais peut-être aussi leur capacité d'induire des phages. Il y aura d'autres choses qui peuvent induire des phages. Donc vous voyez que le traitement, oui, peut-être pas directement, indirectement, et en tous les cas, ça permet en tous les cas de mieux comprendre cette infection et la bactérie. Peut-être pas avoir trouvé la solution, mais en tous les cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Si vous aviez un dernier mot à faire passer aux malades, ça serait quoi? Ça fait longtemps que j'essaye de traiter des malades, que je me suis heurté aux difficultés de diagnostic, que je comprends toutes les recherches personnelles qu'ils peuvent faire en matière de pathologie, de traitement alternatif, de traitement tout ça. Bon, il faut, je pense, garder espoir parce que la recherche avance véritablement, nous en faisons partie. D'autres équipes travaillent sur d'autres idées plus fondées sur la génétique, ces choses comme ça, mais bon, c'est grâce à eux que l'éveil, c'est grâce aux patients, à leurs familles, aux associations, que l'éveil
l'importance de la maladie a été faite et que la motivation politique va peut-être exister. C'est à nous maintenant d'avoir un travail scientifique correct. Il faut que nous aider et les associations seront sollicitées pour pouvoir fournir des patients volontaires pour participer aux études, avec la discipline que ça représente et avec la méthodologie que ça nécessite. Donc moi j'ai beaucoup d'espoir, je pense qu'il faut qu'ils en aient, parce que moi je parle des phages, je pense que c'est quelque chose qui tient la route et qui est prometteur. D'autres pistes vont arriver, et comme toujours dans ces pathologies chroniques, le traitement viendra de thérapeutique multidisciplinaire. Ok. Merci beaucoup. Mais ça devrait aller. Je suis d'un naturel optimiste, mais ça se fait. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.